Donc Marianne Cerf, comme a dit Marco, avec élégance, j'ai un long parcours. Euh, en fait, donc d'où je parle, peut-être, donc Marco a dit que j'étais du département Actes, qui s'appelait, quand je suis rentrée dans ce département, quand j'ai commencé à fréquenter ce département, on va dire, en 1979, juste après sa création, il s'appelait Système agraire et développement à l'époque. Donc c'est juste pour dire que je suis tombée dans ce département depuis que je suis entrée en fin d'études à l'agro et que j'ai donc baigné dans un département par essence interdisciplinaire. Si je le dis, c'est que ça m'a marqué un peu la suite, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Donc c'est un département par essence interdisciplinaire entre des disciplines de SHS et des disciplines biotechniques, voire biologiques. Et puis c'est un département qui à l'époque disait des choses qui vont sans doute vous parler, c'est que en fait les agriculteurs ont des bonnes raisons de faire ce qu'ils font. C'était une prise de position par rapport à la manière dont on parlait à l'époque de la façon dont l'innovation se diffusait, et avec donc des gens qui considéraient qu'il y avait des résistances à l'innovation, au progrès, au changement. Et donc, le département a considéré qu'il fallait comprendre les rationalités en fait des acteurs agricoles pour justement comprendre pourquoi finalement il y avait ces soi-disant résistances et qu'ils avaient des bonnes raisons peut-être de ne pas adopter ce qu'on leur proposait. C'est aussi un département qui à l'époque avait des grands chantiers sur le terrain. Donc on partait de problématiques de terrain. Des terrains qui étaient potentiellement dans les zones plutôt marginales. Et puis moi, je suis tombée dans une zone qui n'est pas tellement marginale, qui était le Noyonnais, et qui était donc la grande culture dans le nord de la France. Et donc ça, c'est le positionnement dans un contexte institutionnel et dans un contexte scientifique de départ. Il faut juste, donc je suis tombée là-dedans, mais je voulais pas y rester. Je suis partie en Afrique et je suis partie travailler dans le développement agricole en France. J'ai travaillé à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Je travaillais en Tanzanie. Si je le dis, c'est que donc j'ai un parcours où j'ai commencé à travailler sur le terrain, ce qui a aussi eu des conséquences sur sans doute la manière dont j'ai travaillé ensuite. J'ai aussi, une fois que je suis entrée à l'INRAE, faut pas dire l'INRAE. Une fois que je suis rentrée à INRAE, à l'époque INRA, j'ai fait une thèse en psychologie cognitive ou ergonomie cognitive. En fait, finalement, aujourd'hui, je me considère comme ergonome. Pour tout le monde, je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est que l'ergonomie, à part l'ergonomie de la chaise ou l'ergonomie et les maladies musculo-squelettiques. C'est pas tellement ma spécialité. Moi, je suis plutôt dans tout ce qui est la cognition. Donc, justement, puisque j'ai fait de la psychocognitive, après j'ai donc travaillé sur la manière dont se développent en fait les capacités ou les compétences au travail et les conditions dans lesquelles on peut permettre ce développement des compétences et des connaissances dans le travail. Voilà, donc ça marque aussi une forme d'approche parce que l'ergonomie est une science qui se veut de l'action, donc une science d'intervention. Donc il ne s'agit pas juste d'analyser les conditions de travail, il s'agit de les améliorer. Et donc même en tant que chercheur, on a toujours cette obligation, en tout cas, cette éthique de vouloir contribuer à l'amélioration des conditions de travail au service de la santé des travailleurs, la santé étant vue de façon globale et pas simplement, comme je disais, sur des aspects physiques. Et du coup, c'est aussi une discipline qui est plutôt dans des approches inductives que déductives. Donc qui part de cas concrets et qui essaye de remonter ensuite en généricité à partir de ces observations de terrain. Donc je pense que tout ça marque en fait un peu la manière dont je vais vous parler de ce que c'est que la recherche participative que j'étais amenée à faire. Alors juste une petite incise quand même théorique, même si j'ai pas le droit. C'est que pour raconter ce que je vais vous raconter, je suis très inspirée quand même de travaux qui ont été faits par Calon sur la notion de traduction. Toute recherche est un processus de traduction et de réduction et de remontée de ces réductions pour aller ensuite porter des énoncés vers le grand monde, comme il le dit. Donc pour moi, c'est ça qui va marquer la question de la participation. Comment on associe en fait des acteurs à ces processus de traduction qu'on est amené à faire
à partir à la fois du terrain, donc de ce qu'on comprend de la question de terrain, de ce qu'on comprend à partir de ce qu'on est. C'est pour ça que je vous ai passé un peu de temps à vous raconter ce que j'étais, parce que on intervient dans cette traduction. Mais peut-être que les autres peuvent aussi contribuer, les partenaires, les acteurs de terrain peuvent contribuer à ces traductions. Les méthodes dont on dispose vont contribuer aussi à structurer nos traductions. On ne sait pas faire tout et n'importe quoi, donc du coup, on va éventuellement aller regarder des fois à des endroits où ça ne répond pas à la question, mais enfin, il faut essayer quand même à ce moment-là d'imaginer des méthodes qui vont permettre de répondre aux questions que les acteurs nous posent, si c'est ça qu'on veut faire. Et puis ensuite, donc, il y a des traductions aussi pour stabiliser des énoncés et puis éventuellement les porter dans le grand monde. Vous m'arrêtez quand parce que là j'ai pas de montre, donc hein, vous me dites le temps. D'accord. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près tout dit et je vais maintenant raconter donc ce voyage en transdiscipline. Donc je suis rentrée en 1987 à INRAE. Et dans son contexte, à l'époque, il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, il n'y avait pas encore énormément d'interrogations sur l'environnement, même s'il y en avait quand même déjà, il y avait eu des rapports, etc. Et donc, j'arrive sur, donc comme je vous disais, un grand chantier à l'époque du SAD, qui était ce chantier dans le Noyonnais. Et il y avait une demande d'un CETA. Tout le monde sait ce qu'est un CETA. Enfin, c'est un groupe d'agriculteurs qui se mobilisent pour trouver des solutions à ces problèmes. Voilà, c'est et qui payent normalement, éventuellement, un conseiller pour les aider à résoudre leurs problèmes. Voilà. Et donc, ce CETA, qui était le CETA du Noyonnais, était venu voir Monsieur Sébillotte, qui était à l'époque donc professeur d'agronomie à AgroParisTech et aussi responsable du laboratoire d'agronomie ESSAD à INRAE, et qui leur a demandé comment ça se faisait que finalement leur sol ne produisait plus autant qu'avant. Ils avaient l'impression qu'il y avait une baisse de fertilité. Et comme ils avaient arrêté l'élevage, ils mettaient ça sur le compte de baisse d'apport de matière organique. Alors les agronomes se saisissent de la question et vont faire des petits profils, vont faire des choses et se rendent compte que non, c'est pas une question de baisse du taux de matière organique, c'est un problème de tassement des sols lié probablement à la manière dont les agriculteurs travaillent au moment des semis de betteraves. Donc, ils matraquent les sols, pour le dire rapidement, au moment des semis de betteraves. Et donc, me voilà arrivé dans cette équipe d'agronomes, à l'époque agronome aussi, et on me dit, tu veux pas faire un peu d'ergonomie et de psychologie, parce que finalement, c'est peut-être une manière de répondre à cette question en essayant de comprendre comment ces acteurs décident de leur travail du sol, sur quels critères ils décident, donc comment ils exercent leur activité de diagnostic sur les situations. Et l'ergonomie a des choses à dire par rapport à ça. Bon, ok, moi j'étais très contente parce que de toute façon j'étais plutôt intéressée par les sciences humaines et sociales et parce que j'avais fait l'agronomie, parce que je voulais quand même être un peu compétente sur la technique, mais c'était pas forcément ce qui me motivait sur le plan scientifique. Et donc me voilà partie à suivre mes agriculteurs. Je dis mes agriculteurs, enfin bon, j'avais 8 agriculteurs avec qui je travaillais. Donc parce que les ergonomes, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent, ils observent, ils suivent les gens pour voir comment ils travaillent. Et donc je vais avec eux dans les champs, faire leur tour de plaine. J'en ai un qui me dit, est-ce que là je suis dans la réflexivité ou dans l'observation? Enfin oui, il y avait quand même des gens qui réfléchissaient. Et donc voilà, je travaille avec eux. Donc et ensuite, à partir de là, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'époque, mon protocole, finalement, à part le fait que je vais observer, mais ça, c'est ma pratique classique d'ergonome, j'ai fait un protocole parce que, en fait, j'arrivais pas à les observer tous en même temps. Ils habitaient dans des lieux différents, ils se mettent tous en même temps, et du coup, j'ai été embêtée pour pouvoir avoir des termes de comparaison, pouvoir dire des choses. Alors, j'ai mis en place une expérimentation avec des photos que j'avais prises chez eux, avec des vidéos aussi que j'avais faites chez eux pour discuter avec eux sur la base de ça et faire des comparaisons. Mais en fait, ils m'ont pas du tout aidé à faire ce protocole. Je leur ai imposé d'une certaine façon mon protocole. Alors, on peut dire que j'ai travaillé avec eux puisque j'ai essayé d'intégrer leurs connaissances. J'ai aussi fait un travail qui consistait à faire comprendre aux agronomes que leur manière de faire du diagnostic différait radicalement des façons dont les agriculteurs faisaient les diagnostics. En gros, les agriculteurs, quand ils font un diagnostic à l'époque, pour moi, c'est très situé à une époque où les agriculteurs avaient les moyens de faire
chaque année un peu la même chose, parce qu'ils avaient des matériels, enfin, c'était pas du tout les conditions de l'agroécologie. Donc il faut relativiser ce que je vais dire. Mais à l'époque, c'était j'ai une procédure que je connais, je sais que si je passe tel matériel à tel moment, eh ben ça va le faire. Donc je vérifie juste que l'état du sol va me permettre de faire ce que j'ai l'habitude de faire. Or l'agronome, il fait quoi? Il regarde le sol avec une étude fréquentielle du climat, comment il va se comporter avec au regard de cette étude fréquentielle, et il va faire des conseils par rapport à ça. Donc une appréhension des risques qui n'a rien à voir. Parce qu'en plus, quand un agriculteur, on le met face à une situation qui a justement, qui a une faible fréquence, mais qui est radicalement problématique pour lui, qu'est-ce qu'il va faire? Enfin, ceux que j'ai vus, certains que j'avais vus à l'époque, ils ont mis en place des moyens pour éviter de se trouver dans cette situation. Donc, ils ne cherchent pas à dire, bon, ça m'arrive qu'une fois sur 10. Évidemment, une fois sur 10, mais ça peut mettre la trésorerie à plat et mettre la clé sous la porte. Donc, en fait, ils ont trouvé des manières de se protéger de ça. Donc, moi, je fais état de ça aux agronomes et on a une discussion sur la manière d'interagir, en fait, entre agriculteurs et agronomes à l'époque, à partir de mes résultats. Donc, je ne sais pas, vous me direz tout à l'heure dans la discussion si vous considérez que c'est de la recherche participative, mais en tout cas, c'est ma première expérience que on peut dire d'une certaine façon qu'il y a eu de la participation. Et en tout cas, je voulais aussi souligner que pour moi, en tant qu'ergonome, cette participation, elle n'est pas que avec le groupe concerné, qui est le groupe des agriculteurs, mais aussi avec mes agronomes. C'est-à-dire que les agronomes, pour moi, sont des partenaires avec qui il faut que j'ai d'abord un processus participatif. Alors, je prends un autre exemple, un peu plus tard, 1998, je crois. Je travaille, alors là encore, bon, j'ai beaucoup de proximité avec les agronomes, même si maintenant j'essaye d'en avoir moins. Mais donc à l'époque, je suis sollicitée par des agronomes, mais aussi par des collègues de la sélection variétale à INRAE, dans le cadre d'un programme qui avait été mis en place sur ce qu'on appelait les AIP. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est un peu les métaprogrammes, mais bon, c'était moins ambitieux que les métaprogrammes, on va dire, je pense à l'époque. Et c'était sur l'impact des innovations variétales. Et dans ce contexte-là, en fait, on a répondu aussi à des demandes des sélectionneurs du GVS, d'Arvalis, enfin, à l'époque ITCF, qui disaient, bon, c'est bien joli d'évaluer les variétés, mais ça coûte cher. On a des réseaux très importants. Et finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas réduire le coût de cet investissement et puis, est-ce qu'on est bien finalement cohérent dans nos choix variétaux par rapport à la valorisation? Bon, ça a commencé à la montée des questions environnementales. Et donc, comment finalement, en faisant comme on sélectionne aujourd'hui, enfin à l'époque, ça reste assez vrai encore, comment on peut éviter de passer à côté de variétés qui sont vraiment adaptées à des contextes environnementaux qui sont finalement ceux que connaissent les agriculteurs. Donc, parce qu'en gros, on sélectionne des variétés qui se comportent bien en moyenne dans une grande gamme de milieux. Mais comment faire pour sélectionner des variétés qui se comportent bien dans des milieux spécifiques? Et comment nos réseaux nous permettraient de comprendre ça? Et donc, il y a des collègues agronomes qui avaient développé un outil pour essayer d'aider les sélectionneurs à répondre à cette question. Et la question qu'on pose à chaque fois aux ergonomes ou à d'autres en sciences humaines et sociales, mais comment ça se fait que notre outil n'est pas utilisé? Et alors on leur dit, ben ouais, mais si vous étiez posé peut-être la question de dans quelles conditions se fait l'évaluation des variétés pour les acteurs de terrain que sont les sélectionneurs, que sont Arvalis, que sont le GVS, peut-être que vous auriez identifié quelles étaient les questions qu'ils avaient à traiter en tant qu'acteur et que du coup vous sauriez quels sont les problèmes auxquels vous devriez répondre par rapport à leur alors, par exemple, tout bêtement, l'outil peut proposer de faire des mesures que les acteurs ne sont pas capables, compte tenu de leur organisation, de mener dans les délais acceptables ou dans des coûts acceptables. Ça peut être des... Voilà. Enfin, donc, en tant qu'ergonome, qu'est-ce que je fais? Là encore, c'est pas très différent de la situation précédente, si ce n'est qu'il y a énormément d'acteurs autour de la table. Il y a les sélectionneurs, il y a les meuniers, parce que les meuniers sont très importants aussi dans l'évaluation des variétés. C'est eux qui fixent quand même un certain nombre de cahiers des charges. Il y avait donc Arvalis, il y avait le GVS. Bon, tout le monde sait ce qu'est le GVS, parce que je fais comme si tout le monde savait, mais
Peut-être pas. Donc c'est l'organisme qui décide de l'inscription des variétés au catalogue. Donc qui est quand même très important. Il y avait les développeurs, donc les gens qui dans les entreprises de sélection disent les variétés qui vont être développées. Donc il y avait autour de la table beaucoup de monde. Et évidemment, on travaillait avec les 5 grosses boîtes de sélection françaises et qui étaient réunies dans le club, ce qu'ils appelaient le club des 5. Et en fait, ils sont quand même concurrents. Donc la question, c'est aussi comment on travaille avec tous ces acteurs-là, alors qu'ils sont potentiellement concurrents, tout en essayant de développer quelque chose qui leur serve à tous. Donc on avait organisé comme ça, donc on avait collecté beaucoup d'informations sur ce que chacun fait en matière de justement de traitement de l'information, de collecte d'informations sur leurs essais, de type d'essais, etc. Et surtout, qu'est-ce qu'ils essayent d'évaluer. Parce qu'en fait, ce dont on se rendait compte, c'est qu'ils n'ont pas tous les mêmes objectifs d'évaluation. Et donc, comment, en fait, finalement, on fait ou pas converger ces objectifs d'évaluation et comment ils peuvent partager de l'information pour réduire les coûts, puisque c'était une de leurs questions, et éviter de reproduire tous des fois la même information, mais ils ne se la partagent pas. Donc, voilà. Donc on avait essayé dans un séminaire participatif de leur faire prendre la conscience en fait de toute cette diversité, de toute leur complémentarité, tout en gardant évidemment la confidence sur les choses qu'ils souhaitaient garder confidentielles. Et puis finalement, au bout du compte, il y avait une volonté effectivement de faire une base de données partagée, etc. Il leur fallait un tiers qui serait neutre. Donc ils ont dit, ben voilà, INRAE, vous allez nous faire la base. Ça n'a jamais débouché parce qu'INRAE n'a jamais voulu faire ce rôle. Donc voilà, mais c'était juste pour vous dire que c'était aussi 10 minutes. Parfait. Donc ça, c'était un autre exemple. Là encore, vous me direz ce que vous en pensez. Mais on a vraiment dans ce processus, par contre, associé les acteurs à la définition du protocole. D'ailleurs, on a été obligé parce qu'à l'époque, c'était Fabrice Marty qui était directeur du GEVES et qui a dit on veut pas être des souris. Donc, on veut participer à l'élaboration de vos protocoles, à la façon de contribuer, nous, en tant qu'acteurs, à ce processus de conception de l'outil. Alors, en 2005, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est là que je bascule vers l'agroécologie. Je suis un peu retardée, hein. Il y a des gens qui ont commencé plus tôt, mais bon, voilà. Et à ce moment-là, je travaille dans le cadre d'un réseau mixte technologique. Tout le monde sait ce qu'est un réseau mixte technologique. Enfin, c'est un outil qui a été développé par le ministère de l'Agriculture qui associe des conseillers, des gens de l'enseignement, potentiellement des agriculteurs quand même, des chercheurs, donc avec le souci de faire regrouper tous ces acteurs-là. Et dans ce contexte-là, alors pour la première fois, c'est pas les agronomes de la recherche qui viennent me poser des questions en tant qu'ergonome, c'est des agronomes de terrain qui viennent me dire c'est quoi les compétences pour accompagner des agriculteurs dans leur transition agroécologique. Et toi, en tant qu'ergonome, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Je leur dis, moi, j'ai rien à vous dire là-dessus, mais par contre, on va peut-être travailler ensemble sur qu'est-ce que ça pourrait être ces compétences. Et du coup, on a développé avec eux un petit processus de travail qui consistait à avoir des séminaires réguliers où on essayait d'analyser, classique en ergonomie aussi, mais c'était eux qui faisaient l'analyse, c'était plus moi. Ils faisaient l'analyse de leur situation de travail. Et qu'est-ce qui, dans leur situation de travail, avait pu être problématique ou pas quand ils travaillaient avec les agriculteurs. Bon, ça c'était et chacun parlait vraiment de ce qu'il faisait dans cette situation. Non pas voilà, j'ai eu tel problème, je me suis senti mal. Non, c'était voilà, j'ai mis ça en place. Il racontait vraiment ce qu'il avait mis en place. Et voilà, j'ai eu telle difficulté à ce moment-là. Voilà ce qui s'est passé. Il racontait ce qui s'était passé. Et les uns et les autres essayaient de creuser. On leur avait donné une petite grille. En fait, on les avait formés à l'analyse du travail. Et par ailleurs, moi, je m'étais quand même fait aussi un peu mon analyse de la manière dont travaillaient les conseillers agricoles. Et du coup, je leur ai proposé ce que j'appelle des situations décalées. C'est-à-dire que je les ai emmenés dans des champs sans agriculteurs à un moment où d'habitude, ils vont pas dans les champs. Je vais jamais au mois de novembre parce qu'en novembre, les agriculteurs, ils ont rien à faire particulièrement. Donc, moi, j'y vais que quand ils ont à traiter au mois de mars, avril, mai, enfin voilà. Et au départ, ils se disent mais je fais quoi là moi? Et puis bon, ils finissent par se promener dans les champs et puis
ils discutent ensemble et puis ils se rendent compte que finalement, il y a plein de choses à voir à cette époque-là et que ça leur permet en fait d'avoir un raisonnement systémique qu'ils avaient perdu quand ils font leur tour de plaine avec leurs agriculteurs au moment où il faut traiter ou au moment où il faut faire des choses dans les champs. Et donc, c'est une manière ça a été une manière avec eux de rediscuter de la façon de mobiliser ce raisonnement systémique. Voilà, donc ça, c'est une manière d'intervenir auprès d'eux. Vous voyez bien que quelque part, je ne dis pas quelles sont les compétences. J'essaye de les accompagner à formuler eux-mêmes quelles seraient les compétences nécessaires pour faire leur métier et se retrouver confortables dans leur métier, puisqu'ils exprimaient aussi un inconfort dans leur métier. Et donc, on a tout co-construit, le protocole, et puis après, on a essayé de travailler avec 10 autres structures. Donc, on avait commencé tout petit, puis on a essayé de déployer ça à l'intérieur de l'ensemble, d'un certain nombre de structures, que ce soit des chambres, des CIVAM ou des coopératives. Ça a plus ou moins bien marché, si vous voulez, je vous raconterai. Mais ça pose la question de comment, quand on est dans une démarche participative ici et maintenant, on est capable de généraliser derrière. Qu'est-ce qu'on généralise en fait? Quelles sont les connaissances qu'on va généraliser? Est-ce qu'il y a matière à généralisation et qu'est-ce qu'il y a à généraliser? Je m'arrête, si ce n'est pour juste dire, aujourd'hui... Ah, vous m'aviez dit 10 minutes tout à l'heure. D'accord, vous me direz. Hein. Et donc, le dernier exemple, donc ça m'a occupé quand même, parce que j'ai dit que ça commençait vers 2005, mais ça m'a quand même occupé facilement 10 ans, hein, quand même, de faire tout ce travail avec les gens. Donc ça, c'est aussi quelque chose dont il faut avoir conscience. Ça prend du temps, les processus participatifs, si on veut les mener, pas simplement justement dans le moment du projet instantané, les 3 ans du projet, mais si on veut accompagner une dynamique de transformation un peu plus conséquente avec les acteurs qui essayent de porter ces transformations. Et puis donc maintenant, eh bien, écoutez, si je prends 2018, depuis quelque temps, je m'intéresse au système alimentaire et donc aux transformations du travail dans les systèmes alimentaires, en partant du constat que c'est pas parce qu'on est dans les circuits courts on améliore forcément les conditions de travail des gens, et que du coup c'est important aussi de s'intéresser à la façon dont le travail se réorganise dans ces circuits, mais aussi comment il se réorganise dans les circuits plus longs qui essayent de faire des choses plus écologiques. Et du coup, en tant qu'ergonome, pour moi, c'est pas évident parce que l'ergonomie s'est développée dans le cadre de l'industrie. Donc, dans le cadre d'un rapport où il y a des rapports de travail très hiérarchiques entre les acteurs qui prescrivent le travail, les managers, et puis les acteurs qui exécutent le travail sur les situations concrètes de travail. Alors déjà, quand on est avec des agriculteurs, on est loin de cette situation-là. Donc, j'avais fini par m'habituer à travailler hors cadre à partir de ce que j'avais compris de ce qui se passait dans le monde agricole. Le monde agricole est plein de prescriptions, mais ce n'est pas des prescriptions qui arrivent comme ça par la hiérarchie d'une entreprise. C'est des prescriptions multiples qui arrivent tant par les conseillers que par les marchands de matériel, que par les normes des politiques publiques. Et donc, justement, ça me préparait un peu à travailler à l'échelle des territoires où on a le même problème. C'est des prescriptions multiples qui viennent se mettre sur des systèmes alimentaires qui s'expriment à l'échelle du territoire. Et donc, là, aujourd'hui, je travaille avec le projet alimentaire territorial de Saclay. C'est normal, je vais à Saclay d'ici peu. Donc, j'essaye de m'insérer aussi dans un territoire qui est celui dans lequel je vais travailler. Et donc, l'idée, c'est de travailler avec les collectivités territoriales, avec les associations locales, alors plutôt des associations de défense des agriculteurs, enfin des terres agricoles, hein, parce que le plateau de Saclay a vu beaucoup de pertes de terres agricoles. Et puis aussi avec des associations de consommateurs, et de travailler justement sur... alors, on a choisi un angle un peu particulier qui est comment va se faire l'alimentation au travail, donc de tous les gens qui travaillent sur ce plateau. Parce que souvent, dans les projets alimentaires territoriaux, on pense restauration collective au service des communes, on pense les relations aux habitants et aider à faire des circuits courts entre les producteurs et les consommateurs. Mais les gens qui travaillent, qui passent sur ce territoire, mais qui consomment en fait énormément, qu'est-ce qu'on en fait et comment ça pèse sur la résilience ou non de ce territoire. Voilà. Donc, pour moi, ça soulève plein de questions parce que c'est vrai que
spontanément, ces acteurs ne posent pas la question du travail. Ils posent la question de l'emploi, ce qui n'est pas la même chose. Combien de personnes on va pouvoir faire travailler ou pas en changeant ces dynamiques sur ce territoire. Mais ils ne se posent pas la question quelles sont les conditions dans lesquelles ces gens vont travailler. Est-ce que finalement, c'est des nouveaux métiers qui émergent parce que les acteurs vont devenir plus pluriactifs? Voilà. Donc, il y a des questions de cet ordre-là qui ne se posent pas, que moi, je vois pourtant émerger dans le territoire. Et donc, c'est comment je contribue, moi, à la dynamique de réflexion en cours dans ce projet alimentaire territorial, sans imposer mon point de vue, mais en apportant un élément qui n'est pour l'instant pas vraiment pris en compte par ces acteurs. Et donc, la discussion qu'on a eue ensemble, c'était de dire, on se met dans une enquête collective sur ce qui va se passer dans ce territoire, et donc on va confronter nos enquêtes respectives, et on va essayer de voir, donc c'est inspiré aussi de travaux que portait Nathalie, elle pourra en parler, et on va essayer de voir comment on va travailler ensemble sur cette enquête collective et comment on va concevoir des nouvelles façons de produire dans ce territoire de l'alimentation. Voilà. Donc là, du coup, ils sont partie prenante. On a développé un projet ANR et on les a inclus, ces partenaires du territoire, donc les acteurs des associations, et on négocie en permanence nos protocoles avec eux. Et on fait avec eux les ateliers, enfin voilà, donc ils sont vraiment des acteurs au même titre que nous, et on essaye de construire ça chemin faisant. Mais ça veut pas dire, et ça c'est peut-être le mot que je peux garder pour la fin, à chaque fois j'ai peut-être pas assez évoqué le fait qu'en parallèle de ces dispositifs où en fait on accompagne, on intervient auprès des gens, enfin je dis intervenir, ça peut paraître choquant parce qu'on préfère parfois dire qu'on accompagne, mais en fait, à chaque fois, on a quand même, on a aussi sa propre façon de voir les choses et elle est aussi présente dans le processus que les façons des autres, même si on les reconnaît, ces façons qu'ont les autres de poser les problèmes. Mais par contre, si on veut produire de la science, c'est pas forcément le dispositif d'intervention qui suffit. Il faut aussi s'équiper d'un dispositif complémentaire pour recueillir de la donnée et le négocier avec les acteurs, de manière à ce que vous puissiez, vous aussi, derrière, produire une connaissance qui a du sens dans la communauté scientifique qui est la vôtre. Parce qu'il y a ça aussi, quoi. Il y a les critères de scientificité dans nos communautés. Et donc, ça demande une réflexion sur à quel moment c'est le même dispositif de recueil de données qui va servir potentiellement à alimenter la dynamique collective qu'on est en train de faire ensemble. Et puis, à quel moment c'est des données supplémentaires, complémentaires qu'il me faut et qu'il faut éventuellement que je négocie, bien sûr, avec les gens. C'est pas ça le problème, mais bon, voilà. Je voulais attirer ça parce que je pense que souvent on confond les deux et c'est pas et on se retrouve à pas arriver à faire de la science correcte, comme disait je crois que c'était Bruno Latour qui a préfacé un document en 1999 du département à l'époque Système agraire et développement qui s'appelait Recherche Action. Il avait parlé de la recherche applicable non applicable, la RANA, pour dire que voilà, il y avait des gens qui revendiquaient de faire de la recherche action, mais qui en fait finalement faisaient quelque chose qui n'était pas de la recherche, quoi, ou pas de la science, en tout cas. Parce qu'il y a aussi cette distinction entre recherche et science dont on pourra discuter. Voilà. Merci beaucoup, Marianne. Merci pour ce grand panorama là du participatif dans ta carrière. Et ben on a une demi-heure en fait, on a donné une demi-heure là pour des réactions, des commentaires ou des questions. Et on va commencer par Christophe, mais il ne faut pas que ça soit que ceux qui ont de la bouteille qui causent. Hein. Toi, tu as de l'expérience et moi, j'ai de la bouteille. Ça marche là ou pas? Ouais. Bon, c'est vraiment juste pour lancer le débat. Hein. Moi, j'avais deux questions, une technique et puis une... je vais commencer par la deuxième du coup. Dans l'expérience avec les conseillers agricoles que tu as évoqué, comment est-ce que tu pourrais... est-ce que tu as eu l'occasion d'analyser ce qu'a apporté la démarche que tu as mise en œuvre, donc on va la qualifier de participative pour faire simple, hein, par rapport à ce que faisait à l'époque, ou pas, je sais pas, la PCA, qui était en fait la tutelle de ces conseillers,
pour aller vers l'agroécologie, les aider à mieux accompagner les agriculteurs. Est-ce que tu as le sentiment que la démarche que tu as employée, toi, était à contre-courant de ce que proposait la PCA, était plus efficace, moins efficace, je sais pas, enfin, et comment tu peux évaluer ça, la spécificité du participatif dans l'aide aux conseillers à aller vers l'agroécologie, enfin qu'ils aident les agriculteurs à aller vers l'agroécologie. Est-ce que tu as une vision là-dessus? Est-ce que c'était une vraie plus-value? Enfin, voilà, est-ce que ça c'est ma première question. Et la deuxième est plus terre à terre, mais elle est quand même importante, surtout pour les collègues qui veulent se lancer. Tu as dit que ça avait pris 10 ans. Comment tu as fait pour financer ces actions pendant 10 ans? Toi et les collectifs avec qui tu as travaillé, quoi. Des CASDAR. Des projets CASDAR. Là, c'est la réponse à la dernière question. Essentiellement des financements par le CASDAR. On n'était pas très coûteux en fait. Hein, c'était du temps de se réunir. On n'a pas de dispositif. Bon, du CASDAR, une thèse, enfin 2 thèses financées par des bourses de thèse par ailleurs, effectivement, et beaucoup d'énergie des gens. Enfin, beaucoup de temps en fait et de disponibilité des personnes. Ça, je crois qu'il faut, toi, c'est et d'envie d'avancer. Alors après, sur ta première question qui est plus compliquée, à l'époque, la PCA dit en fait, il faut basculer les gens qui sont des experts pour qu'ils deviennent des animateurs. Et donc, on va former les gens à des techniques d'animation. Or, le principe de ce que nous, on défendait, c'est de dire un conseiller ne marche pas sur une jambe, l'animation d'un côté, la technique de l'autre. Il marche sur 2 jambes. Et le problème, c'est pas qu'il lui manque une jambe. Éventuellement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas former à l'animation, c'est pas ça le problème. Le problème, la difficulté réelle, c'est de reconfigurer la manière d'articuler 2 jambes. La jambe de l'animation et la jambe technique. Et donc, si la technique, elle n'est plus je te dis ce que tu dois faire, mais j'essaye d'accompagner un raisonnement et de te faire réfléchir sur est-ce que ce champ il est sale, est-ce que ce champ il produit bien, est-ce que ou est-ce que tu as envie qu'est-ce que tu as envie de faire demain, qu'est-ce qui te ferait rêver demain, ça veut dire que sur le plan des connaissances agronomiques, on mobilise pas la même chose complètement. On s'appuie pas sur les mêmes référentiels. Et donc, on peut pas juste dire on va animer, on va prendre des techniques d'animation et puis on saura faire. Non, il faut savoir remobiliser autrement si on a les compétences agronomiques. Souvent, les gens avec qui j'ai travaillé les avaient. Donc, c'est juste qu'il faut reprendre l'habitude de faire fonctionner autrement son agronomie. Et d'imaginer, alors là où les gens sont contents, c'est qu'en fait, ils imaginent eux-mêmes les dispositifs, enfin les manières de s'y prendre avec leurs agriculteurs et ils le font collectivement. Donc ils retrouvent du collectif, ce qu'ils ont perdu dans les chambres. Ils retrouvent le plaisir d'imaginer des choses ensemble. Voilà. Donc un peu de créativité dans leur boulot et pas être juste à appliquer des choses quoi. Après, il y a des gens que ça ne satisfait pas de faire ça. Enfin, c'est pas idéal pour tout le monde. Je me souviens d'une discussion avec un conseiller qui dit « Mais moi, je suis un conseiller paillette. Moi, il faut que je puisse offrir aux gens des innovations tout le temps. Et donc, votre truc, là, ça me branche pas, quoi. Mais du coup, en fait, j'ai pas envie de faire de l'agroécologie. Je vais aller... il est parti dans une COP. En fait, ça a fait changer sa trajectoire. Donc, c'est ça aussi. Enfin, pour moi, ça veut pas dire que c'est un échec. C'est permettre à des gens aussi de prendre conscience de ce qui les motive et du sens qu'a leur travail. Donc les gens, ils ont beaucoup insisté sur le fait que ça leur redonnait du sens au travail. Après, tous ceux qui sont passés dans ces dispositifs ont dit que c'était super, mais c'est pas pour autant que la PCA considérait que c'était super. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on se heurte aussi. On se heurte à beaucoup de choses. Et on se heurte à, d'une part, le fait que Résolia, qui est l'organisme de formation des chambres, est en faillite. Et donc, ils ont besoin de rentrer de l'argent. Et ça, c'est pas un dispositif qui fait forcément de rentrer de l'argent, parce que c'est des dispositifs qu'on met en place à l'intérieur des structures, dans les chambres, en disant, il y a des gens qui sont capables, donc un animateur, un conseiller, qui peut animer. C'est ce qu'on avait fait. Hein. Les 10 derniers dispositifs, c'était animé par des conseillers eux-mêmes.
Et donc ça rapporte rien à résoudre. Donc ça, non. Et puis par ailleurs, on a travaillé avec les managers des conseillers, et eux, en fait, ils pensent toujours tout de suite formation. Ils pensent pas. Nous, on a la possibilité de faire un espace dans lequel les gens vont pouvoir discuter et développer leurs compétences. Ils pensent pas que les compétences des conseillers, c'est leur actif stratégique. Et donc, pourquoi ils pensent pas à ça? Parce que on leur dit de faire des budgets. Et eux, ils font des budgets pour payer leur personnel. Et donc, ils sont pris dans des injonctions eux-mêmes qui les aident pas en fait à penser le travail. Donc, il y a tout un bazar systémique là, et qu'on n'a pas réussi à défaire. Et malgré une énergie passée à essayer de... Bon, mais c'est peut-être... Et après, on a discuté pas mal aussi avec les réseaux défis. Donc, par contre, par ce côté-là, il y a des choses qui se sont diffusées. C'est difficile après de savoir où passent aussi les idées, quoi. Dans le réseau CIVAM, par exemple, c'est devenu une routine d'action. Ils le font systématiquement. C'est devenu un mode de travail ensemble. Ok, on a une question d'Agnès. Bonjour. Merci déjà pour ces témoignages. Agnès Zestrac, je travaille au Centre INRAE Bordeaux-Aquitaine. Alors, si on considère, comme vous disiez, que tout ce que vous nous avez témoigné fait partie des sciences recherche participative, je retiens le point commun qui est on se doit d'associer les acteurs dans l'élaboration des protocoles. Mais je voulais connaître votre point de vue sur le fait que vous nous avez présenté 2 situations où c'était une demande de terrain avec un collectif de 8 agriculteurs et une demande de sélectionneurs. Et à l'inverse, une demande qui émane d'agronomes qui se posent la question de comment bosser avec les agriculteurs. Donc, comment vous voyez ces demandes qui émanent des 2 côtés? Qu'est-ce qui vous a semblé le plus facile pour justement rassembler ces deux types d'acteurs différents pour les associer au niveau de l'élaboration des protocoles? Et puis une dernière question, est-ce qu'on considère qu'un collectif de 8 agriculteurs, c'est suffisant pour faire de la recherche participative? Alors, moi, je suis pas de la... Je pense que j'ai oublié de dire ça au départ. Je n'ai qu'une toute petite frange du continuum de ce qu'est la recherche participative. Enfin, je pense qu'on peut parler les sciences qui font de la collecte d'informations auprès d'un très très grand nombre de citoyens, ça n'a rien à voir avec effectivement la pratique de la recherche participative que je fais. Et c'est donc voilà, moi j'ai jamais expérimenté ça. Là, pour répondre à la dernière question, à titre peut-être personnel, mais aussi au titre de scientifique, je pense que travailler avec un groupe qui a une préoccupation et avec qui on essaye de résoudre cette préoccupation, c'est légitime. Si on considère que on va apprendre quelque chose à partir de ça, qui va nous enseigner aussi des choses pour travailler avec d'autres groupes derrière, quoi. Donc moi, ça me gêne pas de travailler avec 8 agriculteurs si je sais qu'après derrière, ça va m'aider aussi à penser. Et c'est important pour moi que les 8 agriculteurs en question, ils soient pas choisis au hasard, ils soient préoccupés ensemble de quelque chose, justement, qu'ils fassent. Donc c'est un groupe concerné, voilà. Après, je dirais pas forcément. Alors moi, je l'ai mal exprimé sûrement parce que voilà, dans le feu de la présentation. Je pense qu'il n'y a pas qu'à participer au protocole, il y a aussi à participer à la problématisation. Et finalement, dans les 2 premiers cas que j'ai exposés, dans le premier cas, moi j'arrive, la problématisation, elle a été faite par les agronomes avec les agriculteurs, et moi je viens décaler un peu la problématisation, puisque je dis, oui, parce qu'en fait, la demande, elle est faite par les agriculteurs aux agronomes, et moi j'arrive derrière. Et moi, la problématisation que je travaille, ça va être la relation entre l'agronome et l'agriculteur parce qu'ils ne partagent pas les mêmes connaissances. Mais en fait, ça, j'en ai pas vraiment discuté ni avec les agronomes, un peu avec les agronomes, mais pas vraiment avec les agriculteurs. Donc, j'ai pas vraiment problématisé et j'ai pas vraiment construit mon protocole avec eux. Bon, voilà, je les ai associés au travail. C'est ça que je voulais montrer aussi, c'est que progressivement, j'associe plus les gens à la problématisation
et plus les gens à la construction du protocole. Et donc, dans le deuxième cas, effectivement, ils ont participé au protocole, puisque, comme avait dit Fabrice, il n'avait pas envie d'être une souris. Mais en même temps, finalement, les agronomes étaient ceux qui tenaient la logique dans laquelle ils voulaient que se mettent l'ensemble des acteurs, à savoir être plus attentifs aux interactions génotype-environnement. Et donc, ça, c'était un point de vue que portait l'agronome dans le projet. Et après, le travail que moi j'ai essayé de faire avec les acteurs, c'était d'essayer de comprendre comment ils prenaient en compte les interactions génotype-environnement, compte tenu des contraintes organisationnelles ou des contraintes variées qu'ils pouvaient avoir, et comment, dans ces conditions-là, ils pouvaient intégrer l'interaction génotype-environnement de façon un peu proche de ce que les agronomes leur avaient envie qu'ils fassent. Voilà. Donc, comment on pouvait rendre compatible en fait leur point de vue à eux et le point de vue de l'agronome, et comment, par l'analyse du travail, on arrivait à faire ça. Et après, pour les conseillers de terrain agronomes qui travaillent avec les agriculteurs, en fait, là, je travaillais effectivement plus directement avec les agriculteurs, mais pour moi, du coup, la démarche participative, elle est avec les conseillers, elle est plus avec les agriculteurs. C'est ce groupe-là qui devient mon groupe concerné et par une problématique. Et pour le coup, là, on a construit vraiment la problématique ensemble, parce qu'on a déplacé la question qui me posait. Au départ, la première question qu'ils m'ont posée, c'était alors c'est quoi les compétences qu'il est bien d'avoir, quoi. Dis-nous les compétences, quoi. Je dis non, moi je vais pas vous dire les compétences. On va essayer d'explorer ensemble ce que ça peut vouloir dire retrouver de l'efficacité dans le travail qui vous satisfait. Et donc retrouver du sens et de l'efficacité. Et donc on est parti là-dessus. Et c'est comme ça qu'on a construit. Et sur les systèmes alimentaires, c'est un peu la même démarche, mais là, c'est avec beaucoup plus. Du coup, c'est plus risqué parce qu'il y a beaucoup plus d'acteurs multiples, quoi. C'est pas juste des conseillers agricoles, un groupe un peu homogène, même si, bien sûr, il y a de l'hétérogénéité. Mais... Ça répond à la question ou... Oui. Ça complexifie peut-être encore un peu plus, mais merci, ça répond. Ok. D'autres remarques? Ouais. Merci beaucoup pour le témoignage aussi. Donc, moi, je m'appelle Jonas Durand, moi je travaille sur un programme qui s'appelle CITIC, et moi je voulais rebondir par rapport à ce que Christophe a présenté avant sur le côté évaluation. Justement, le côté 10 ans sur un projet et tout, comment, d'un point de vue évaluation, comment tu arrives à le mettre en valeur, le travail qui était produit, qui n'était pas forcément sous forme de publication, j'imagine, scientifique. Est-ce qu'il y a eu des difficultés ou est-ce que ça a été plutôt bien accepté? Voilà. Après, il y a eu des publications scientifiques qui ont été faites, c'est ce que je disais, il y a eu 2 thèses, donc derrière, il y a eu aussi un travail scientifique d'analyse de ce qui s'est passé dans ces processus-là. Et après, l'impact, si on s'interroge sur la question de l'impact, il faudrait qu'Azirpa vienne me faire une petite étude d'impact, mes chers collègues du LYSIS. Mais parce qu'avant, j'étais dans l'unité du LYSIS où est Evelyne, et c'est pour ça que je la regarde. Et c'est très difficile d'évaluer l'impact, à vrai dire, et parce que de toute façon, ça échappe aussi forcément. Enfin, faut accepter que ça échappe, en fait, et donc que le devenir puisse être parfois très loin, et donc on peut pas contrôler. Par contre, je sais pas, moi, ce qui s'est passé, c'est que malgré tout. Il y a eu des discussions avec le ministère sur la séparation de la vente et du conseil et de la manière de s'y... Enfin voilà, après il y a des espaces dans lesquels on porte en fait ce travail-là avec les partenaires. C'est ça aussi. On n'est pas seul à porter les choses. Et puis ce que je disais tout à l'heure, les CIVAM ils se sont appropriés ça et puis ils en ont fait quelque chose. Mais moi j'ai pas les outils. Je suis pas outillée aujourd'hui pour faire cette évaluation d'impact à long terme. Voilà, je pense que Azirpa est une méthodologie qui permet de faire ça.
tu veux dire quelque chose en lien avec ça? Sinon, il y a Sophie qui est avant toi. Merci Nathalie. Bonjour Marianne, ravie de te retrouver. Du coup, sans le masque, Sophie Madel-Rieux. Oui, ça y est. Département AC, laboratoire écosystème et société montagne. Et du coup, j'étais intéressée par le protocole d'enquête collective. Et j'aurais juste voulu en savoir plus là quand tu as mentionné ça par rapport au projet alimentaire territorial du plateau de Saclay. Si l'enquête collective, c'était juste les différents chercheurs qui portaient différents regards, ou si ça inclut aussi une enquête collective de la part des acteurs, et auquel cas, voilà, comment étaient construits les protocoles et comment ils étaient confrontés entre ceux acteurs-chercheurs. Pour moi, en fait, alors bon, là, ça va rentrer dans de la théorie. Quand je dis enquête, c'est au sens de dit oui, donc du pragmatisme. Et donc, c'est la manière dont des acteurs sont face à une situation indéterminée, donc quelque chose face auquel ils ne savent pas nécessairement agir, et qui vont essayer d'explorer, tu me dis si je dis des bêtises, hein, qui vont explorer la manière, enfin voilà, ils vont essayer de comprendre comment ils peuvent attraper cette situation, la problématiser de manière à pouvoir trouver comment agir dedans. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on revoit tous les mêmes choses dans la situation. Il n'y a pas de raison qu'on la problématise tous pareil, qu'on caractérise de la même façon ce que c'est que, je sais pas moi, un circuit court, ou ce que c'est que manger durablement, ou ce que c'est que... Et donc, l'idée, c'est que eux, ils ont leur propre enquête. Hein. De fait, les gens qui sont dans les collectivités territoriales, les chargés de mission, chacun, ils ont leur enquête. Les gens qui sont dans les associations comme Terre et Cité ou la Plaine de Versailles ou le Triangle Vert, ils ont leurs enquêtes. Et l'idée, c'est que du point de vue du travail avec eux, ça va être au moment de réunion des comités ou des groupes de travail, puisque de toute façon, le PAT, il est organisé avec des comités, des groupes de travail. On va avoir des temps d'échange sur la manière dont on veut agir compte tenu de ce qu'on a analysé. Donc voilà, ça fera des temps où chacun pourra partager ses enquêtes. Moi, en tant que chercheur, je vais aussi aller faire des analyses plus individuelles de comment chacun s'y prend. Donc je vais aussi regarder ça. Et puis moi, je vais faire ma propre enquête, c'est-à-dire je vais essayer de voir, par exemple, comment les gens travaillent dans les chaînes qui approvisionnent les cantines d'entreprise, dont les cantines d'INRAE. Voilà, donc pour l'instant c'est ça, c'est pas encore total. Alors moi, souvent au début, les protocoles ils sont pas très carrés, hein. Donc c'est ça aussi, tu vois, je m'adapte, j'essaye, je sens le terrain. Là pour l'instant, moi ces acteurs-là, il y en a beaucoup et ils sont pas tous alignés les uns avec les autres, donc il faut aussi voir comment ils vont arriver à travailler ensemble, dans quel groupe on va pouvoir faire sur quoi. Je m'adapte du coup à ça, quoi. Donc ça, pour moi, la recherche participative, ça demande beaucoup de capacité d'adaptation. Et je l'ai pas dit, mais en fait, les cadres théoriques que j'ai mobilisés dans ma discipline, ils peuvent aussi bouger parce qu'en fait, je suis pas là pour dire je prends tel cadre et j'essaye d'améliorer telle proposition qui est dans tel cadre. Je prends un cadre de ma discipline quand même, mais qui permet le mieux de créer de l'intelligibilité dans le contexte dans lequel je suis. Et donc, c'est pas forcément confortable non plus, parce que ça veut dire que je passe potentiellement, je vous ai pas dit, mais bon, au début, j'étais plutôt au système de traitement de l'information à la Simon, on va dire, et maintenant, je passe au pragmatisme, c'est deux univers, hein, ça n'a rien à voir, quoi. Et je suis passée par autre chose au milieu. Et donc, bon, c'est aussi des manières de faire de la recherche qui sont pas forcément... Enfin, pour tout le monde, confortable et intéressante. Hein. Bon, moi, ça m'amuse, mais tout le monde peut ne pas s'y retrouver, quoi. Mais parce que la situation doit appeler, quoi, aussi la proposition théorique qui va permettre d'améliorer la compréhension qu'on a de cette situation. Ok, Nathalie, tu as levé la main. Oui, je reviens légèrement en arrière par rapport à... Donc, si on prend l'exemple de tes 8 agriculteurs avec lesquels... Non, 8 conseillers, pardon. Bon, mais peu importe, à la limite, peu importe. Parlons des conseillers, par exemple. Comme ça, c'est sur un terrain plus proche du mien. Quand on travaille comme ça avec des groupes de conseillers,
C'est vrai que dans ton cas, tu avais embarqué pas mal d'institutions, tout ça, mais il me semble qu'il arrive régulièrement où finalement on avance beaucoup avec les gens avec qui on travaille en direct et que progressivement ces gens-là, enfin moi il me semble, hein, il y a un risque de les mettre en porte-à-faux par rapport à leur institution et leur organisme. Voilà, ma question c'était est-ce que tu as rencontré ça et qu'est-ce que tu en as fait de ça? Qu'est-ce qu'on peut en faire de ça? Alors justement, si les 10 ans là, en fait, premier groupe, on est effectivement 8 conseillers. Et puis tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre eux pendant 3 ans et que pour certains, ils sont décalés par rapport à leur institution. Et donc là, tu te dis, ouf, c'est quelque chose qui n'est pas normal de faire comme ça. Donc c'est pour ça que dans le projet suivant, on a embarqué les chefs de service. On embarque, parce qu'en fait, tu peux pas justement, on les embarque dans un dispositif à part. On les met pas tous ensemble. Mais donc effectivement, c'était l'idée. On peut pas travailler simplement avec les acteurs et puis qu'ils soient contents de faire des choses avec nous. Il faut prendre en charge le contexte institutionnel dans lequel ça se passe pour créer aussi des conditions qu'après eux ils puissent retourner correctement dans leur milieu institutionnel. Alors c'est pas forcément en faisant comme j'ai fait, c'est-à-dire en associant les managers dans un dispositif à part, mais ça peut être justement de savoir à la fin du projet comment on présente ça ensemble, comment on le porte avec eux. Je crois qu'il y avait un papier de Sandrine Petit. Alors là, Sandrine Petit qui est géographe, parce qu'il y a plusieurs Sandrine Petit, sur cette question-là de justement comment on aide à porter aussi ce qui s'est passé dans le projet vers le grand monde pour les acteurs avec qui on a travaillé. Parce que sinon, effectivement, on les laisse là en plan, puis voilà. Donc, c'est vrai que c'est une préoccupation qu'il faut avoir. Je suis d'accord avec toi. Ça viendra peut-être dans éthique, cette question. Catherine? Oui, parce que justement, la question que vous évoquez, c'est que c'est un système évolutif aussi. C'est que ça génère forcément un déséquilibre, une autre manière de penser et qui doit essaimer, je sais pas, dans la chambre avec les autres conseillers ou au contraire, là, ça s'est passé comment après avec les chefs de service, par exemple? Alors, avec les chefs de service, ils nous ont dit, parce qu'en fait, on les a fait enfin, moi, ma position, ça a été de dire, mais il faut aussi les faire réfléchir sur comment ils travaillent eux pour organiser le travail des autres. Et alors là, ils étaient tellement contents. Ils disent, mais on n'a jamais l'occasion de faire ça. Et mais en fait, ça les a mis aussi mal à l'aise parce qu'en fait, justement, ils n'arrivent pas à trouver comment faire ce genre de choses avec leurs collègues dans leur structure. Ils ont des réunions de chefs de service, de tous les services, mais en fait, ils discutent effectivement budget, ils discutent. Et donc, et du coup, ils ont déplacé le problème sur eux, en fait, sans complètement traiter le problème que nous, on essayait de traiter avec eux, qui était quand même comment vous pouvez accompagner vos équipes dans le changement. Après, ce qu'ils ont beaucoup mis en avant, c'est on a quand même un problème dans nos structures, c'est qu'on ne sait plus le sens de ce qu'on fait. Ah. Et donc, ils ont quand même porté cette question du sens. Ils ont essayé. Donc, ce qu'on avait fait, c'est que plutôt que de faire aussi une restitution de projet, vous savez, souvent on fait des restitutions de projet, on fait un grand colloque, on est content, on montre tout ce qu'on a fait. Là, chacun devait porter dans son territoire une action en lien avec ce qu'on avait fait dans le projet. Donc, c'était plutôt quelque chose au service de justement faire prendre la mayonnaise dans leur territoire. Ça a plus ou moins marché, quoi. Enfin voilà. Et après, le fait, c'est pas satisfaisant parce qu'il y a pas de suivi, quoi. Une fois que le projet est terminé, eux, l'espace expérimental dans lequel ils sont, il est pas prolongé. Donc c'est pour ça que nous on avait essayé de le prolonger. On a écrit des guides pour essayer de permettre aux gens de s'approprier les choses. Voilà. Donc, mais bon. Après, ça demande beaucoup d'énergie. Et puis, quand ça c'est intéressant peut-être aussi de se rendre compte, c'est que moi, en tant que chercheur, des fois, on se dit bon, j'ai le temps, hein, je fais. Mais mon collègue qui était conseiller, avec qui on faisait beaucoup de choses, lui, il me dit mais moi, je suis plus payé pour faire ça. Donc, je peux plus faire. Je peux plus, même si j'ai envie de continuer à porter, je peux plus. J'ai plus les sous, quoi. Et donc, mon institution va pas me faire ça, elle va me faire de cadeaux. Bon. On a cherché des sous pour le payer, mais bon, ça n'a pas duré quand même. Il n'est pas parti travailler ailleurs.
Ah ben ça c'est compliqué, hein. C'est pas quand ça dépend des fois. Il y a des ouais, pour l'instant non. Mais... Donc je crois que ça va être la dernière question, c'est ça, on n'a plus beaucoup de temps. Marianne, tu restes là pour la pause ou tu dois partir tout de suite? Non, super, ok. Et donc Delphine? Oui, merci. Alors c'est peut-être une question de béotienne. Je me demandais, en agronomie, on fait beaucoup d'enquêtes. Là, dans la première expérience, c'était de l'observation participante. Finalement, ça ressemble beaucoup à un dispositif d'enquête. Si je prends par exemple ce qui se fait sur les tests de consommation avec des tests avec des consommateurs qui vont goûter différents produits, enfin voilà, je me demandais à partir de quand un dispositif d'enquête devient du participatif en fait. Pour moi, il y a deux choses. Si, enfin, je ne sais pas si je dirais ça exactement comme ça. Pour moi, un dispositif d'enquête en soi n'est pas participatif, effectivement. Soit on a problématisé avec les gens en amont. Et donc, on peut considérer que parce qu'on a problématisé avec eux et que on a s'est mis d'accord sur le fait qu'on allait faire des enquêtes, à ce moment-là, ils participent d'un processus participatif. En soi, l'enquête n'est pas participative, mais ils participent d'un processus. Et après, l'enquête, on peut aussi la mener comme une conversation et non pas comme une vraie enquête, au sens j'ai des questions et vous allez répondre à mes questions. Mais justement, de le mener en se laissant guider par ce que nous dit l'autre, par voilà, se laisser étonner en fait par ce que dit l'autre et rebondir et en faire et la manière dont on associe tous ces rebonds sur donc ça dépend de ce qu'on appelle enquête en fait. Et je pense que quand on est là dans une sorte de conversation et où on est attentif à ce que l'autre renvoie et qu'on le retravaille ensuite ensemble, parce que voilà, c'est ça aussi. Qu'est-ce qu'on en refait derrière? Peut-être que là, on est plus dans du participatif. Mais c'est vrai qu'on attend. Enfin, nous, quand on est dans les journées des doctorants du département ACT et qu'on essaye de les faire réfléchir à leur rapport à l'action et aux acteurs, on a tendance à leur dire attention, des enquêtes, c'est pas participatif, quoi. Quand on fait une enquête de recueil juste d'informations qu'on a prédéfinies, ou voire même quand on fait un entretien semi-directif, mais qu'après on voit plus jamais les personnes, pour nous, ça sera pas du participatif. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est pas du participatif. Ok. J'ai dit que c'était la dernière question, mais j'avais envie d'en poser une. Comme j'ai le micro. C'est le privilège du micro. Donc, tu as un peu raté l'introduction de Christophe, qui nous a dit combien le participatif avait beaucoup plus de visibilité, qu'il y a tout plein d'institutions qui portent ça aujourd'hui. Et donc, une question très simple, c'est est-ce que tu as senti ça? Parce que tu disais au début, donc c'était dans une position un peu marginale. Et est-ce que tu sens aujourd'hui que c'est beaucoup plus facile de faire du participatif, qu'il y a plus de soutien, qu'il y a plus d'institutions derrière toi, que c'est plus quelque chose de plus normal d'en faire? Alors, le participatif est devenu institutionnalisé, oui. Pas simplement en recherche, mais ça fait longtemps d'ailleurs dans les institutions internationales pour tout ce qui est politique publique. Mais quand on dit qu'on fait participer, on fait semblant de faire participer. Donc, c'est là la grille de participation avec différents niveaux. Voilà. Alors après, pour moi, ça devient très compliqué en fait de faire de la participation qui n'est ni normée par les acteurs associatifs qui ont décidé que le vrai participatif devait se faire d'une certaine façon, en particulier quand on doit déposer un projet à la Fondation de France, à la Fondation Carasso, tout ce que tu veux. Voilà, il y a des acteurs qui ont le droit d'être là-dedans et puis d'autres qui n'ont pas le droit. Et puis de l'autre côté, tu as la science participative, qui a aussi, qui s'est reconnue mieux dans les institutions de recherche. Mais finalement, cette pratique, la pratique officielle, enfin la pratique dans laquelle j'essaye d'être, qui est d'accompagner plutôt des démarches d'autonomisation, on va dire, des acteurs vis-à-vis d'un certain nombre de problématiques qu'ils ont. Eh ben, celle-là, je trouve pas forcément qu'elle soit si facile à faire valoir dans cet espace où justement se sont institutionnalisées des formes qui sont
qui empêche finalement des explorations de nouvelles façons de faire de la participation. Enfin, c'est mon